Alors bonjour tout le monde. Je vous approche aujourd'hui pour vous parler de mon livre Vivre heureux et en harmonie, en amour, en famille et en amitié. Donc, je vais vous parler un peu de comment je me suis inspirée pour écrire ce livre-là et de quoi le livre, en fait, il est question. Donc, je vais vous parler en général du contenu du livre, des différents chapitres en général, de façon brève, et je vais vous expliquer aussi quels sont les bénéfices que vous allez avoir en vous procurant ce livre-là. Donc, en fait, pour écrire ce livre-là, je me suis inspirée de plusieurs autres auteurs que j'adore, qui m'ont beaucoup aidé à confectionner ce livre-là, qui m'ont beaucoup aidé à le construire, à l'écrire et à m'inspirer d'eux pour avoir ma propre vision du mieux-être, de l'approche humaine et comment faire la paix avec le passé, comment vivre la vie avec une certaine sérénité, être heureux avec soi-même et avec les autres et pouvoir vivre en société le plus humainement possible. Pour commencer, je vais vous parler du premier livre qui m'a beaucoup inspiré. C'est Relations d'aide, amour de soi de Colette Provencher. Ça, c'est un excellent livre qui m'intéresse beaucoup. En fait, c'est un livre qui parle de beaucoup l'approche créative, psychothérapie et pédagogie. C'est une docteure en éducation. Elle a étudié en France. Elle est très connue. Elle possède sa propre école de psychothérapie. Donc, c'est une excellente auteure. Et je me suis un petit peu inspirée d'elle pour pouvoir rédiger certains mots dans mon livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé de son livre, c'est que dans le fond, elle parle beaucoup de la psychothérapie, elle parle beaucoup de la perception et de l'apprentissage, des difficultés, comment braver les difficultés, certaines caractéristiques sur le plan affectif, le manque d'amour, le passage à l'action créative, la transformation des atteintes et des objectifs. Elle parle beaucoup de l'envahissement, du territoire et de ses limites. Elle parle de différents aspects qui ont lieu avec les problématiques sociales. Donc, on parle des choix des mécanismes de protection, on parle des prises de conscience, on parle de le supérieur et l'inférieur, on parle du monde extérieur, on parle le bourreau et la victime, les patterns. Donc, c'est toutes sortes de différentes thématiques qui sont très intéressantes à lire et à comprendre et à visualiser dans sa tête et à prendre part en se disant que si vous lisez ce livre-là, vous allez voir toutes sortes de choses qui peuvent avoir lieu dans votre propre vie et qui vont vous aider à passer au travers certaines difficultés que tout le monde peut vivre dans différents moments de sa vie personnelle et affective. Il y a aussi le médecin Michael Spivak. Lui, c'est un médecin. Il a écrit le livre Être bien dans sa peau. C'est un livre qui a fait un best-seller partout dans le monde. J'ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que ça traitait beaucoup des attitudes dysfonctionnelles. Ça parlait la colère, la frustration, l'amour, le bonheur, tout ce qu'un couple ou des amis ou une famille peut vivre en général dans une relation, que ce soit une relation en amoureux, en amitié ou en famille. Donc, dans son livre, on parle des stratégies de négociation, on parle comment entreprendre une conversation. Ça aide beaucoup les personnes qui ont été victimes ou qui ont été cliniquement diagnostiquées de troubles de santé.
Donc, c'est un médecin qui a écrit ce livre-là. C'est un excellent livre. Il est très, très intéressant. Il est très riche en informations. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de schémas. On parle entre autres des tests psychologiques. On parle de la thérapie cognitive. On parle de techniques simples et efficaces dans la maîtrise de l'humeur. On parle de la psychologie populaire. On parle de l'équation là-bas. Ce sont tous des concepts, dans le fond, sont tellement intéressants, sont tellement riches en informations. Et ces informations-là, quand on les lit, ça nous fait penser à des choses qu'on a pu vivre dans notre propre vie privée. Donc, c'est des choses qui viennent nous toucher, surtout sur le point sensible. Et parfois, ça peut nous apporter énormément. Parce que quand on a ces outils-là qui nous permettent d'avancer dans notre quotidien, ça fait que on sait agir au bon moment, à la bonne période et avec la bonne personne et d'une manière adéquate pour ne pas être affecté et ne pas être blessé émotivement. Il y a aussi le livre de Isabelle Huot et José Lavigueur, Manger et bouger au féminin. Ça, c'est un des livres que je me suis inspirée pour écrire mon livre « Vivre heureux et en harmonie, en amour, en famille et en amitié ». Donc, Manger et bouger au féminin, José Lavigueur, elle est très connue. Isabelle Huot aussi au Québec sont très connues. Et dans ce livre-là, on parle de beaucoup comment cuisiner, les exercices, on parle de son système immunitaire, les types de nutriments, qu'est-ce qu'ils font dans le corps. On parle de bouger, de faire de l'exercice, d'être actif, d'éviter le surentraînement, de manger un fruit avant l'activité physique. Il y a des exemples d'exercices. Donc ça, c'est plus pour les femmes. C'est un livre qui s'appelle « Manger et bouger au féminin ». Ça a été écrit par Isabelle Huot et José Lavigueur. C'est un livre qu'on peut se trouver chez Québec Loisirs. C'est très facile à se procurer ce livre-là. Et c'est un très beau livre. Il y a beaucoup d'informations. Il donne des recettes. Ils disent de manger toutes sortes de bons produits qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Ça, c'est une photo de l'auteur que j'aime beaucoup. Comme je vous disais, je suis formatrice, éducatrice en éducation spécialisée et je me suis inspirée de ce livre-là. En fait, ce livre-là, c'est un livre que j'ai appris dans mes cours et c'est un livre qui est très intéressant. Il fait partie aussi de certaines données qu'il y a dans le livre qui ont été modifiées, bien sûr, et qui m'ont inspiré dans l'écriture de mon livre. Donc, on parle beaucoup de la théorie de Freud, on parle des façons d'aider une personne en difficulté, on parle des plans de service, on parle des techniques d'intervention, traitement des informations, caractéristiques à observer quand on voit des signes chez une personne qui agissait d'une certaine manière. Tout d'un coup, elle commence un petit peu à être déséquilibrée, elle agit de façon différente. Donc, comment agir, comment aborder cette personne-là pour qu'elle puisse retrouver un certain mieux-être intérieur. Donc, il y a toutes sortes de techniques, de façons de faire, d'aborder la personne. Il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des façons de faire qui ont été prouvées par la science pour pouvoir aider ces personnes-là à passer à un certain processus. Donc, il y a le plan d'observation, il y a le rapport de synthèse, de révision de service,
Il y a il y a différentes façons de faire pour les différents types de clientèle. Il y a les adolescents, il y a les personnes en centre carcéral. Ça, c'est plus en éducation spécialisée, là. Avant, on appelait ça rééducation institutionnelle dans les années 70. Donc, la détention provisoire, etc., etc. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder les gens lorsque les gens nous mentionnent un certain problème. Moi, je me remarquais que j'ai souvent été comme ça. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, la personne était portée à me raconter ses problèmes. Donc, je me demandais pourquoi que la personne me raconte ses problèmes. Donc, je suis quelqu'un qui écoute, qui aime ça, trouver des solutions aux problèmes. Et les gens ont souvent tendance à vouloir me confier ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Alors, ça fait toujours plaisir d'aider les gens et ça fait toujours plaisir de voir qu'ils peuvent solutionner leurs problèmes avec de l'aide que je peux leur apporter avec mon expertise et mon expérience en relations humaines de plus de 12 ans. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs personnes dans différentes situationnelles, dans différents milieux de travail et j'ai pu constater que parfois, juste l'empathie et le calme, ça fait toute la différence quand on est en situation avec une personne qui, par exemple, pourrait être en crise. Donc, il y a souvent de façons de faire qui font que l'aborder avec gentillesse, avec empathie, avec tranquillité, avec un ton doux, calme, respectueux et sage, ça fait que la personne, elle a tendance à se calmer et ça désamorce la situation. Donc, il y a toutes sortes de choses que je parle comme ça dans mon livre, Vivre heureux et en harmonie, en amour, en famille et en amitié, pour vivre le mieux-être au quotidien, toujours garder la tête haute. Il y a un autre livre aussi que je me suis inspirée pour écrire mon livre, c'est Psychologie du développement. Ça, c'est un livre qui a été utilisé pour mes études en éducation spécialisée. Donc ça parle de toute la psychologie d'un être humain durant ces différentes étapes de développement. Donc, on parle de la génétique, on parle au niveau prénatal, on parle au niveau de l'enfance, la génotype, la phénotype, les jumeaux séparés, les caractéristiques physiques, le développement prénatal, le poids à la naissance, la régulation des états de conscience, la croissance et le développement du cerveau, la recherche sur la perception chez le nourrisson, les capacités sensorielles et perceptives, le rythme du développement, la théorie de Piaget, la compréhension des relations, les nourrissons, la croissance physique, la croissance du développement du cerveau, la motricité, la capacité sensorielle et perspective, la nutrition, la vision, la motricité fine, la motricité globale, le rythme du développement, la régulation des états de conscience, les rôles de l'expérience et tout ça. Donc ça fait partie de la psychologie du développement. La puberté, la génération et un autre, la maturité sexuelle, les caractéristiques sexuelles primaires, etc., etc., les différentes équipes multidisciplinaires en milieu de travail. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture de mon livre, c'est La communication efficace. Donc, la communication efficace, en fait, il y a toutes sortes de techniques d'approche pour pouvoir mieux communiquer avec une personne. Donc ça, c'est des informations au niveau collégial. C'est des informations qui sont très techniques, très détaillées au niveau technique.
Par exemple, un discours oral, la lecture expressive, l'exposé expressif en public, l'intonation expressive, l'accent d'insistance à valeur expressive, etc., etc. Donc ça, ce sont des informations au niveau de la communication efficace que ils m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont donné des idées pour pouvoir développer le livre. Et aussi, je me suis beaucoup inspirée d'une relation amoureuse que j'ai eue pendant 10 ans, presque 10 ans, excusez-moi. Et je me suis servi de cette relation-là pour pouvoir faire le pour et le contre de certains événements qui ont eu lieu dans la relation et me dire que en fait, on s'est quitté en bons termes et cette relation-là était riche en événements et en émotions. Et ça a été vraiment quelque chose que j'oublierai jamais. Alors, c'était une relation très enrichissante. Si je vous fais part des différents points qui ont lieu dans le livre, vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre-là. Dans le fond, c'est que le premier point qui m'avait poussé à écrire ce livre-là, c'est que je trouvais que le fait que dans la société d'aujourd'hui, le fait que 5 personnes sur 10 décident de plier bagages et de tout briser. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a des moyens de régler tout ça? Donc, j'ai décidé de faire un certain contenu que j'aimerais aborder avec vous, mais je vais vous le dire de façon brève. Il y a à peu près 22 points à peu près à couvrir. Donc, je vais vous le dire de façon générale. Vous allez voir le résumé du livre. Vous allez voir que c'est très intéressant et ça ouvre les yeux sur toutes sortes de choses que souvent on n'a pas l'intention de même aborder avec un inconnu parce qu'on s'en rend même pas compte. Mais des fois, juste le fait d'apporter une petite attention, quelle que soit laquelle qu'elle peut être, ça fait toute la différence. Donc, le premier point que j'aborde dans le livre, c'est avoir la meilleure approche envers le ou la future prétendante. Donc, dans le fond, c'est quand on aborde un inconnu, tout ce qui est religion, tout ce qui est argent, tout ce qui est très personnel, d'intime, c'est mieux de parler de tout et de rien, mais de façon très discrète pour ne pas offusquer la personne. Si jamais vous seriez dans un niveau inférieur à cette personne-là, elle ne se sentirait pas brimée par des questions qui sont très invasives dans la vie privée. Alors, comment aborder la première personne? Donc, moi, ce que je mentionne dans le livre par rapport à comment aborder la première personne, c'est que je dis que ça prend la discrétion, la chimie, la connexion, la bonne impression, être neutre et être gentil. Ça, c'est les points très importants que ça prend lors d'une bonne approche avec un futur prétendant. Donc, je répète, la discrétion, la chimie, la connexion, la bonne impression, être neutre et être gentil. Ça, c'est pour avoir une bonne approche envers le ou la future prétendante. Comment gérer les situations délicates? Point 2. Donc, dans le point 2,
En fait, pourquoi que j'ai décidé d'aborder ce point-là? Parce que je trouvais qu'il y avait souvent des situations délicates qui pouvaient arriver dans le quotidien de plusieurs personnes autour de nous, que ce soit dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un autour de soi. Des fois, on peut être en pleine réunion d'équipe au travail, puis on arrive 10 minutes en retard. On peut être un nouvel étudiant dans une nouvelle école, dans une nouvelle classe. On peut être pris sur la route avec un pneu à terre. Comment gérer les situations délicates? Donc, les points à considérer pour gérer les situations délicates. La délicatesse, le calme, la ponctualité, le sérieux et la bonne conduite. Ça, c'est très important. C'est les points importants pour gérer les situations délicates. Le début de la relation. Tout beau, tout nouveau. Donc, pourquoi j'ai décidé d'apporter ça? Parce que c'est quelque chose que souvent, plusieurs personnes entre nous, on va aborder comme pattern ou comme une pensée que les gens ont souvent à dire. Ils disent, ouais, ça vient de commencer, ben, c'est tout beau, tout nouveau. Ben, écoutez, c'est vrai, quand ça commence, c'est tout beau, tout nouveau. Alors, comment passer au travers de cette période magique où on a des hormones dans notre cerveau. Il y a une technique scientifique qui dit qu'il y a une hormone dans notre cerveau qui se décrète quand on est en amour. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas, comme les détails, les choses négatives que la personne peut avoir en elle. On ne les voit pas parce qu'on est juste sur un high, on est amoureux, on voit pas tout. Fait que je vais vous expliquer qu'est-ce qui est bon à considérer quand on est dans l'étape, le début de la relation, tout beau, tout nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut considérer en fait? C'est le rire, le plaisir et la facilité d'approche. Donc, le point de départ d'une relation, ce qui est très, très important à ne pas négliger. Si vous en êtes à moins d'1 an de relation, après la première rencontre, il est tôt. Toute vérité n'est pas encore bonne à dire pour le moment. Attendez que le côté sérieux se présente entre vous avant de faire des révélations très personnelles, intimes ou importantes. Parce que souvent, on voit la personne de la manière dont on la perçoit, mais ça ne veut pas dire qu'elle est exactement comme nous, on voudrait qu'elle soit. Donc, il faut y aller étape par étape pour ne pas brusquer les choses et de laisser le temps de la personne de s'habituer à nous. Donc, souvent, on va avoir le goût de dire des choses qui sont très personnelles et ça veut peut-être des fois décevoir l'autre personne si on y va trop vite. Donc, ça, c'est des choses que j'ai connues avec l'expérience. Et laissez-moi vous dire que je donne beaucoup de détails dans ce livre-là. Ça pourrait vraiment vous aider. Et c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant et fun parce que quand on prend conscience de ce que je mentionne dans le livre, vous allez voir que je suis sûrement pas la seule qui a vécu ça dans ma vie. Alors, le 4e point, c'est la direction dans laquelle la relation se dirige selon le lieu de rencontre. Donc, ce point-là, pourquoi que j'ai décidé de l'aborder, c'est parce que je trouvais que à partir du moment qu'on rencontre quelqu'un, souvent notre relation a tendance à prendre une certaine direction. Comme on rencontre quelqu'un dans un restaurant, on va toujours avoir le goût d'aller souper dans le restaurant qu'on a vu cette personne-là, nous remémorer nos premiers petits regards, les premiers moments romantiques, etc. Donc souvent, ça va avoir une certaine signification, cette
endroit-là où vous aurez rencontré cette personne-là. Alors, ça, ce sont des informations qui sont écrites nulle part, que j'ai créées moi-même et que je pense que vous devriez avoir peut-être déjà entendu à quelque part. Et souvent, on ne sait pas à quel point une ou deux ou trois personnes dans notre vie sont constamment présentes, comment ça peut être important de les considérer et de les aimer à leur juste valeur. Donc, la direction dans laquelle la relation se dirige selon le lieu de rencontre. Donc, ce qui est très important à prendre en considération, la personnalité, les conversations, les activités et le lieu de rendez-vous. Donc, ça fait toute la différence, ça change toute la donne, comme on dit. Et si vous avez des points communs, vous trouvez que vos personnalités se rejoignent, que vos conversations s'en vont dans les mêmes directions, que vous voyez la vie sur un certain niveau qui est semblable, que vous aimez faire à peu près les mêmes activités. Rencontrer quelqu'un qui est exactement pareil comme nous, c'est impossible, mais si vous aimez faire à peu près les mêmes choses, c'est déjà un bon départ. Et aussi le lieu de rendez-vous, ça peut varier, ça c'est vous qui décidez, mais souvent le lieu de rendez-vous est souvent un endroit où on va choisir les dates comme la Saint-Valentin, on retourne à notre petit spot, des choses comme ça, parce que souvent ça tellement rappelle des beaux souvenirs qu'on a envie d'y retourner. Alors ça, c'est bien normal. Alors ça, c'est le point 4, la direction dans laquelle la relation se dirige selon le lieu de rencontre. Et le point 5, la famille, les amis, les proches, l'entourage et les influences. Je répète. La famille, les amis, les proches, l'entourage et les influences. Bon, pourquoi que j'ai décidé d'aborder ce point-là? Parce que je trouve que ces personnes-là que je viens de vous énumérer, ils ont une grande importance à nos yeux. Et souvent, ils ont souvent tendance à avoir un impact sur les décisions qu'on va prendre dans notre quotidien. Sans le vouloir, ils ont une certaine, ils ont du poids, comme on dit, sur vous. Ils ont un certain contrôle, mais pas contrôle, mais ils ont une influence qui souvent peut être positive parce qu'ils veulent du bien pour vous, ils veulent vous protéger. Donc, le fait que ces gens-là, vous allez les consulter régulièrement, ça va faire en sorte que vous allez peut-être vous rediriger dans de bonnes directions. Donc, lorsqu'on est entouré de personnes qu'on vient de rencontrer, que ce soit à l'école, au travail, dans une activité, dans un voyage, dans un souper d'amis, dans un souper de famille, dans une fête, dans un voyage en amoureux, dans un trip, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la famille, les amis, les proches, l'entourage et les influences. Donc, qu'est-ce qui est à considérer? Ce sont les similitudes sur tous les points de vue, que ce soit la tenue vestimentaire, la façon de parler, la façon d'aborder les choses, la façon de s'exprimer, l'approche gestuelle, la communication non verbale aussi. Puis il y a les points communs, il y a les impressions et les commentaires. Souvent, il y a des commentaires qui vont nous brusquer, qui vont nous faire de la peine. C'est d'être neutre, c'est de faire attention à ce qu'on dit, surtout quand on ne connaît pas quelqu'un depuis très longtemps. Donc, il y a les similitudes, les points communs, les impressions. Souvent, la première impression est l'impression qui fera en sorte que elle va jamais changer l'image que vous avez de la personne. Parce que quand vous avez une première impression, elle va jamais changer cette impression-là.
Donc, vous n'avez jamais une deuxième chance de changer une première impression. Donc, si par exemple, vous arrivez avec un t-shirt tout sale, un jeans tout déchiré, 45 minutes d'avance à votre premier rendez-vous, puis votre conquête vous dit, écoutez, pas c'est pas grave, on va s'en prendre. Il veut juste être poli dans le fond, il est extrêmement déçu, c'est pas possible. Vous faites jamais ça parce que je pense que tout le monde le sait, mais c'est juste un rappel parce qu'il y en a qui le savent juste pas. Et c'est quelque chose qui est tellement fatal, surtout quand on attend tout ce temps-là. Alors, les similitudes, les points communs, les impressions et les commentaires. Ça, c'est pour le point 5. Le début de la relation, les classes sociales et comment s'adapter. Donc, le début de la relation, les classes sociales et comment s'adapter. Donc, il y a des points très importants. Ce sont des petits conseils que je vous donne avec expérience de la vie. Ces choses-là, ça n'est pas négligé, ça prend très important d'y prendre le temps de le lire et de le prendre en considération si vous le désirez bien parce que ça vaut la peine. Vous allez voir que ça va vous aider dans toute votre vie. Ça va vous changer votre existence. Vous allez voir, c'est vrai. Vous allez le constater de vous-même et vous allez voir avec vos amis, ils vont vous répondre la même chose. Donc, le début de la relation, les classes sociales et comment s'adapter, les points à considérer, c'est la transparence, l'accommodement, le support financier et les personnalités. Donc souvent, il y a des gens qui sont très frugaux, comme on dit. Ils n'aiment pas partager, que ce soit un objet, que ce soit d'argent, chacun sa petite affaire, toi tes petites affaires, moi j'ai pas un petit... Il y en a qui sont plus ok, toi ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Mais dans le fond, ça dépend de la personnalité de quelqu'un et ça dépend de comment il a été éduqué dans son enfance et comment il a grandi là-dedans avec sa relation avec l'argent. Donc, tout ce qui est l'argent, c'est un aspect dans la vie qui est très tabou et c'est ça qui fait rouler le monde aujourd'hui. Donc, en fait, lorsque vous allez commencer à parler d'argent, vous et votre futur, que ce soit un nouvel ami, un nouveau conjoint, quelqu'un de nouveau dans votre vie, et allez-y doucement parce que c'est quelque chose de délicat. Donc, vous y allez avec transparence, accommodement, support financier et personnalité. La routine s'installe. Comment agrémenter et mettre du piquant? Ça, c'est comment ça commence à tranquillement, là, la relation commence à devenir stable. Là, c'est la routine qui s'installe. Comment agrémenter et mettre du piquant? Donc, les points à considérer sont la douceur, l'imagination, la créativité, les sorties originales, les mets étrangers, etc. Tout ce qui est nouveauté. Parce que si la routine s'installe, dans le fond, c'est que ça fait longtemps que vous faites la même chose. Donc, il faut trouver quelque chose pour faire un brin de sagesse, de faire quelque chose qui nous sort de l'imagination, qui fait toute la différence, qui fait une belle journée. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'imaginatif, de créatif. Donc, vous faites preuve de douceur, d'imagination, de créativité. Vous faites des sorties originales et vous allez avoir des mets étrangers. Les événements courants de la vie, on se supporte ou on brise tout. Laissez-moi vous dire les points importants à considérer dans une situationnelle comme ça. Ce que ça pourrait être, c'est la compréhension, l'approche verbale et les situations particulières. Pourquoi? Parce que
lorsqu'il y a des éléments courants de la vie, par exemple, je vais vous donner des exemples d'événements courants de la vie qui font en sorte que la relation peut soit continuer ou soit se briser. Par exemple, ce que vous pouvez vivre dans une relation qui fait en sorte que elle peut être vous pouvez vivre toutes sortes de choses. Par exemple, vous pouvez vivre un divorce, vous pouvez vivre un changement de carrière, vous pouvez vivre la naissance d'un enfant, vous pouvez partir étudier à l'étranger, vous pouvez avoir un accident de voiture, vous pouvez, votre maison peut avoir un problème de fabrication, vous pouvez avoir un décès d'un proche, vous pouvez avoir problème financier, vous pouvez avoir un enfant malade, vous pouvez avoir la maladie dans la famille. Donc, tous ces événements courants de la vie-là qui peuvent arriver dans la vie de tous les gens sur la Terre, ça arrive à tout le monde. Et c'est des choses qui, pas nécessairement arrivent à tout le monde, mais qui peuvent arriver à certaines personnes d'entre nous. Et parfois, ça peut faire un gros changement dans la vie de couple, dans la vie amicale. Ça peut tout remettre en question. Parfois même le déménagement, une maison qui part en feu, écoutez, ça peut être aussi dramatique que ça. Alors, comment on deal avec tout ça? Donc, vraiment, c'est de suivre la personne, de l'accompagner, de la supporter dans son quotidien. Si ça prend de l'aide, des ressources, des spécialistes, parce que ça, c'est des situations qui émotivement, mentalement, moralement, c'est extrêmement difficile. Et souvent, l'aide d'un travailleur social ou d'un spécialiste, ça pourrait vraiment vous aider à passer au processus du deuil par rapport à ça. Donc, vraiment, si ça a une nécessité, si, mettons, vos idées sont plus claires, vous voyez plus les choses de la même façon, vous complètement, vous disjonctez, vous avez perdu la carte, dans ce temps-là, c'est le temps de consulter parce que quand on vit des situations qui sont hors de notre contrôle et que parfois le conjoint il dit écoute, je suis plus capable, qu'est-ce qu'on fait? Là, je suis plus capable. Là. Fait que là, c'est ça, ça va prendre l'aide du système de santé de votre localité, la clinique ou je sais pas là, mais l'hôpital parce que ça va vous aider à pouvoir vous prendre votre vie en main, ça va vous aider à reprendre certaines habitudes que vous aviez perdues et ça va vous aider à faire le pour et le contre dans ce que vous n'avez pas fait qui a fait en sorte qu'il y a certaines choses qui se sont détériorées et ça va vous aider à ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, c'est très important de prendre soin de soi, quelle que soit la difficulté qui peut arriver dans son quotidien et de faire le pour et le contre et se dire, écoutez, si moi je vis une situation catastrophique dans ma vie, comment je vais faire pour m'en sortir? Donc, il y en a qui n'ont pas honte de dire, écoutez, moi j'ai été dépressif, mais moi, j'ai vécu le divorce, j'ai perdu ma job, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma femme, mes enfants. Il y en a qui le disent ouvertement comme ça. Ensuite, ils vont consulter. Ça peut arriver. C'est des situations qui sont extrêmement difficiles lorsqu'on le vit sur le coup. Mais après quelques années avec de l'aide,
médical ou thérapeutique, ça peut nous aider à aller de l'avant puis pouvoir recommencer un train-train de vie quotidien qui est normal. Donc, c'est toujours bon de faire une prise de conscience par rapport à ça et ça va vous aider à grandir au niveau de la croissance personnelle, apprendre à mieux vous connaître dans vos limites, dans vos capacités, dans ce que vous êtes capable de faire et ne pas toujours vouloir penser que vous êtes capable de tout réaliser tout seul, qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous aider. Et s'il veut vous aider, s'il est là, c'est parce qu'il peut vous aider. Donc, utilisez la ressource qui est là. C'est là pour ça et ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Donc, le point 9, qu'est-ce que la stabilité émotionnelle et environnementale? Bon, moi en fait, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? La stabilité émotionnelle et environnementale, en fait, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est les sentiments, l'humeur. Donc, quand vous avez un conjoint, vous avez un mari, vous avez une femme, vous avez une épouse, quelqu'un vous explique quelque chose de difficile qu'il y a eu dans son milieu de travail, si vous n'êtes pas émotif face aux événements que dans la vie de cette personne-là, aux événements que cette personne-là vit dans sa vie professionnelle, l'important, c'est de montrer de l'empathie, de la sympathie. La stabilité environnementale, en fait, pour moi, ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'était de pas toujours avoir différents repères comme ça, d'être stable au niveau de son emplacement, son milieu de vie. Après, on peut faire une maison intergénérationnelle et quand on a une résidence qui est finie de payer et que nos petits-enfants héritent de la résidence, dans le fond, on est sûr de ne pas être dans la rue et ensuite, on est habitué d'être dans le coin, on est habitué avec le boulanger du coin, le dépanneur, le supermarché, le fleuriste. On a une certaine sécurité intérieure. On a un sentiment qu'on est chez soi, qu'on n'est pas dans une autre ville, dans un autre quartier où on connaît personne, puis où on ne sait pas où aller chercher quelque chose qu'on aurait besoin. Donc, la stabilité émotionnelle et environnementale, c'est quelque chose qui est tellement important parce que quand on a un endroit qui est stable, qu'on sait où s'en aller, qu'on sait que quand je rentre par cette porte-là, je me rappelle, j'avais mis tel cadre ou j'ai mis telle décoration. C'est pas bon pour l'humain de vivre trop de changements trop drastiquement parce que les changements, ça nous porte à faire une transition et la transition, il faut la vivre et s'y habituer et souvent, ça différemment de certaines personnes. Cette transition-là peut être plus longue d'une personne à l'autre et ça peut faire beaucoup de problématiques au niveau de tout ce qui est à réajuster en lien avec cette transition-là. Donc, c'est de toujours avoir une stabilité émotionnelle. Tu sais, si vous êtes avec une personne depuis 40 ans, je pense pas que ça va vous tenter de recommencer une relation avec une autre personne après 40 ans de vie de couple. Donc, une stabilité, tu sais, comme ça vous met en sécurité intérieure, émotionnelle et environnementale. Et ensuite, vous êtes sûr que dans votre tête, vous savez où vous en allez, vous savez avec qui vous avez affaire, vous avez une sécurité morale,
un mieux-être intérieur qui est indescriptible. Parce que dans le fond, vous savez exactement avec qui vous avez affaire, vous la connaissez très bien. Si vous avez une maison intergénérationnelle, vous pouvez la rénover, vous pouvez la changer, puis vous savez que où on mettait les objets pour faire telle chose dans la maison. Donc, c'est toujours un certain sentiment de sécurité intérieure qui est tellement indescriptible, qui est le fun à vivre, qui est gratifiant, qui est valorisant. Alors, ça, je le suggère à tout le monde, je le souhaite à vous, mes lecteurs. Et j'espère que lorsque vous allez vivre votre sécurité émotionnelle et environnementale, que vous allez avoir la chance de pouvoir vivre cette émotion-là de stabilité et d'un endroit environnemental qui est vraiment stable. Comme ça va vous donner moins de maux de tête et moins d'insécurité. Et vous allez toujours être au même endroit, à la même place. Comme ça, vous pouvez faire certains changements si vous voulez. Mais dans le fond, c'est que vous savez où est-ce que vous en allez. Donc, le mécontentement, les divergences d'opinion et les frictions. Donc, comment pallier à tout ça? Dans le fond, le mécontentement, les divergences d'opinion et les frictions, dans le fond, les meilleurs trucs que je pourrais vous donner, c'est d'accepter les choix de son partenaire. C'est de discuter sans hausser le ton, de vérifier les possibilités de réconciliation, de négocier pour satisfaire les deux parties, d'oublier les chicanes, de ne pas revenir sur les aspects moins positifs du passé, ne pas critiquer. Lors d'un lever matinal du mauvais pied, il faut saluer quand même si ça ne nous tente pas, rendre service, être de bonne humeur, prendre soin de l'autre, lui dire qu'on l'aime, lui souhaiter bonne chance lors des épreuves à surmonter. Donc ça, c'est des choses qui vont éviter les mécontentements, les divergences d'opinion et les frictions. Donc, oublier les chicanes, respecter l'espace vital et les désirs de chacun, négocier pour satisfaire les deux parties, épreuve à surmonter, être présent dans les moments les moins faciles, mentionner la destination de l'endroit où on se déplace. Donc ça, c'est les solutions apportées. Il y en a d'autres aussi pour le mécontentement, les divergences d'opinion et les frictions. Le point 11. Nos enfants sont grands, chacun son activité le vendredi soir. Donc, il est préférable que chacun puisse avoir un jardin secret à l'intérieur de la maison. Donc là, maintenant, vous êtes à l'âge mûr, vous êtes dans la soixantaine, vos enfants sont grands, bon. Maintenant, là, le vendredi soir, là, je pense pas qu'avec votre andropause puis avec votre ménopause, ça va vous tenter de vous coller sur votre mari ou votre femme. Donc, c'est chacun lit, chacun, puis, tu sais, le vendredi soir, vous pouvez aller jouer à des jeux de société, vous pouvez aller faire du tissage, vous pouvez aller à un spectacle d'humour, vous pouvez aller à l'opéra, vous pouvez aller faire du jardinage, vous pouvez aller faire des balades en voiture, vous pouvez aller faire de la marche, la cuisine, la peinture, le tricot, les arts, le sport, l'exposition de peinture, la danse sociale, la lecture, les jeux à l'ordinateur, les mots croisés, le collage de photos, apprendre à jouer à l'accordéon, apprendre à jouer à la harpe, cuisiner de nouvelles recettes, marcher au parc, planter des arbres, etc., etc. Donc, le 12e point, apprendre à s'aimer, à profiter de la vie, même à l'âge mûr. Et mon Dieu, regardez-moi cette photo-là, comment c'est cute. Donc, dans le fond,
Pour les parents moins fonctionnels, la progéniture, apprendre à s'aimer, à profiter pleinement de la vie, même à l'âge mûr, dans le fond, c'est d'apporter une attention particulière à son époux, à son épouse, à sa conjointe ou à sa partenaire de vie. On vit le romantisme, les rires, le plaisir, les taquineries, l'amour inconditionnel après tout ce temps-là, j'imagine. Si par exemple il y a des maladies qui surviennent, dans le fond, c'est démontrer de manière continue et assidue, lorsque c'est possible et volontaire, l'évolution de la relation, les diagnostics, ne pas emmener les enfants à l'hôpital, s'assurer entre les différents enfants de la personne âgée qui peut se présenter aux visites médicales, etc. Donc, le 13e point, parents moins fonctionnels. La progéniture prend le dessus. Bon, là, les parents sont moins fonctionnels, la progéniture prend le dessus. Donc, les parents, en fait, ils vieillissent, puis là, ils deviennent moins fonctionnels, il y a des petits bobos qui commencent à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les enfants de la personne âgée, ben, selon leur horaire, ils vont aller chacun leur tour à l'hôpital. Ils vont discuter de la succession. Ils vont jamais expliquer aux petits-enfants que par grand-papa est malade. Ça, on le dit jamais aux petits-enfants là, de moins de 12 ans. C'est mieux pas parce que ça va les déranger dans leur cheminement scolaire. Alors, on peut donner une idée comme dans les petits bonhommes. Là, quand maman est un petit peu fatigué, tu donnes pas les détails vrais, là. Tu donnes un détail juste pour pas que ça inquiète, là. Mais tu dis pas, tu sais, il y a une maladie grave à un enfant, ça va trop faire mal. Le 14e point, l'éducation des petits-enfants. Dans le fond, c'est que la chambre d'un enfant, c'est supposé être coloré, c'est supposé être scintillant, c'est supposé d'être beau, coloré, des belles couleurs flamboyantes, de la musique pour enfants. Donc, même si l'enfant a des lacunes puis peut avoir un mauvais comportement public, c'est toujours garder son calme, c'est de toujours garder le contrôle pour pas que l'enfant, son comportement se dégénère en public. Donc, c'est de toujours essayer de rester le plus le sang-froid possible, pas nécessairement calme, parce que c'est sûr que votre cœur bat la chamade quand l'enfant commence à se crier dans un magasin, mais vous essayez de garder le sang-froid, vous essayez d'avoir la tête haute, puis vous montrez que vous êtes un modèle pour votre enfant, que vous êtes capable de garder le contrôle, que vous essayez de lui dire que si, mettons, vous pouvez faire du renforcement positif qu'on dit en éducation spécialisée, c'est que si, par exemple, votre enfant, il se met à crier, il va avoir quelque chose dans un magasin, puis là, tout le monde est mal à l'aise dans le magasin, puis là, vous avez un petit peu, vous êtes un peu gêné, vous faire du renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? C'est que vous lui faites une promesse en échange qu'il se calme. Fait à chaque fois qu'il va crier dans le magasin et que vous allez le voir s'énerver comme ça, puis tout le monde va avoir une réaction comme qu'est-ce qui se passe? Ok, là tu dis, si tu arrêtes de crier dans le magasin, puis que tu arrêtes de faire du bruit, maman va t'amener au restaurant. Fait que là, ça va peut-être le calmer. Si maintenant il y a une barre de chocolat, tu dis, ok, arrête de crier, maman va chercher ta barre de chocolat. Fait qu'à chaque fois qu'il va crier, vous allez aller chercher un petit, pas nécessairement exactement ce qu'il veut, mais vous essayez de le compenser parce que vous êtes en mesure de lui offrir. Ça va le conditionner à ce que vous soyez en mesure de faire un récompense versus le mauvais comportement pour que lui, dans sa tête, il fasse un raisonnement et dit, maman a dit, si j'arrête de faire ça, ça veut dire que je vais avoir ça. Parce que ça va le motiver à arrêter de faire
des mauvais comportements publics. Ça pourrait être une façon d'éduquer vos petits-enfants, le renforcement positif. Ça, c'est une technique d'approche en éducation spécialisée, en équipe multidisciplinaire, avec les travailleurs sociaux, les médecins, psychothérapeutes, éducateurs, psychologues, etc. 15e point, la sécurité de l'environnement familial. En fait, votre environnement familial, j'imagine, c'est votre résidence, votre terrain, votre balcon, quoi que ce soit. Donc, comment bien barricader l'avant, l'arrière, ça vous le savez, là. La nuit, vous laissez une lumière allumée. Vous saluez votre voisinage, vous restez neutre. On discute jamais trop longtemps qu'un voisin. C'est jamais bon de laisser un voisin entrer au cœur de sa vie parce que souvent ça pourrait être fatal. Donc, moi, dans mon livre, j'ai la recette gagnante des relations amoureuses dans mon livre. J'ai hâte d'arriver à ce point-là avec vous. Donc là, je suis rendue à ce point-là. C'est les deux parties dans le couple entretiennent leur relation amoureuse. Dans le fond, pour entretenir une belle relation amoureuse, être tolérant et faire preuve de patience. Donc, s'habituer aux différences de l'autre, concilier avec ces différences. Pensez-vous qu'un parent, au fond de son âme, veut du tort à son enfant? Donc, le parent, il a souvent tendance à protéger, à faire tout ce qu'il peut pour voir le mieux-être de son enfant. Le couple en général est supposé de se suivre, s'écouter, se supporter, se tenir la main, s'accompagner tout au long de leur quotidien. Le meilleur truc, c'est d'être amis avant de bâtir la relation amoureuse. Donc, votre meilleur ami être une bonne amie pendant une bonne période, complicité et confiance sont indispensables pour construire un lien plus sérieux. Beaucoup de similitudes dans la façon de penser et les philosophies de vie. Donc, trop de silence dans l'intimité au quotidien. Donc, tout devient plus fluide, c'est plus facile de communiquer. La relation sexuelle satisfaisante, ça c'est un des points très importants. Préparer des projets et rêves en commun. C'est vrai, on aime ça faire des projets avec notre couple. On aime ça, vous préparer un voyage pour l'année d'après, des choses comme ça. Vivre une vie ensemble. Dans le fond, c'est quoi qui fait en sorte qu'un couple peut fonctionner bien? C'est avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup de disponibilité, de tendresse, d'affection, de mieux-être, de partage, une bonne personnalité, être en capacité de vivre en société humainement et d'avoir de belles valeurs pour soi-même et pour les autres. La notion de la prise en charge de soi-même. Être capable d'être bien avec soi-même, être indépendant et libre de ses choix personnels, être capable de prendre les bonnes décisions qui nous amènent vers le mieux-être intérieur, être à l'écoute de ses besoins sans ne blâmer de personne de son désespoir, de sa souffrance ou de ses manques dans la vie, accuser personne des influences extérieures ni agir en tant que personne victime de son désarroi. Demeurer actif et puis
dans un environnement sympathique et accueillant, se sortir de sa zone de confort, être digne dans la vie, participer dans la collectivité, accuser personne des influences extérieures ni agir en tant que personne victime de son désarroi, vivre librement et dignement, être honnête et avec soi-même et avec les autres, choisir son environnement et son entourage pour qu'il soit paisible, agréable et chaleureux. Donc, la relation gagnante. Dans le fond, qu'est-ce qui détruit les couples aujourd'hui? Le rythme de vie, les facteurs comme le rythme de vie dans une relation, le manque d'attention envers son partenaire de vie. C'est sûr que les 5 premières années sont les années les plus importantes dans une vie de couple, surtout quand on habite ensemble. Selon les spécialistes du domaine des relations interpersonnelles, plusieurs facteurs entrent en ligne de jeu. La confiance, la chimie, les points communs, les activités en commun, les décisions importantes, le courant de la vie et la routine quotidienne. Qu'en est-il des jours à venir et des enfants qui grandissent? Donc là, vous allez regarder votre vie quotidienne, votre vie professionnelle, votre avenir et vos vieux jours, vos relations interpersonnelles, en famille, en amitié, avec les proches, avec les voisins, avec les collègues. Est-ce que ces relations-là sont de qualité? Est-ce que vous pouvez les considérer, les aimer, les apprécier tendrement à leur juste valeur? Donc la paix, la joie, l'humour, l'entraide, la gaieté, l'entre-gens, la douceur, la gentillesse devraient régner au quotidien dans la vie de tous et chacun. Donc ça, c'est une idée générale du livre Vivre heureux et en harmonie, en amour, en famille et en amitié. Je vais vous mettre le lien en bas pour que vous soyez en mesure de vous le procurer. Donc, c'est ça. Alors, c'était Marie-Claude Mélissa Dubuisson pour vous expliquer la façon dont je me suis mis au travail pour la confection et la construction, l'écriture et l'élaboration du livre Vivre heureux et en harmonie, en amour, en famille et en amitié pour vivre le mieux-être au quotidien, toujours garder la tête haute. Alors, bonne lecture, merci.